Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Taïwan International en compagnie de Sasa qui vous présente aujourd'hui la troisième partie de l'interview avec Pierre Lucas et Victor Besnier. Nous continuons d'explorer à leur côté la grande diversité de l'agriculture taïwanaise. Et au lieu de partir d'une approche macro, nous partons du terrain, plus précisément de leur étude de terrain à Neipu, dans la plaine de Pingtung, au sud de Taïwan. C'est une étude que Victor Besnier et Pierre Lucas ont menée en 2025 dans le cadre de leur Master 2 à AgroParisTech. Venir à Taïwan leur a permis d'aller au-delà des idées reçues qu'ils avaient sur ce pays et d'essayer de comprendre les différents facteurs qui font de l'agriculture taïwanaise ce qu'elle est aujourd'hui. Première surprise, ils s'attendaient à trouver des rizières, mais sur le lieu de leur terrain, ils ont plutôt trouvé des cultures fruitières et des araignées. Deuxième surprise, dans le périmètre de 50 km² de leur terrain, une surface assez limitée, ils ont repéré pas moins de 3 zones aux caractéristiques différentes. Pour résumer brièvement ce qui a été dit les dernières fois, ils ont pu observer à l'est une zone avec des parcelles rectangulaires où sont cultivés des arbres fruitiers ou des araignées, souvent par des agriculteurs retraités ou proches de la retraite. À l'ouest, les parcelles sont plutôt carrées et ils ont subdivisé cette zone en deux, car au sud, on trouve plutôt de grandes parcelles avec des bananiers et des ananas, où travaillent surtout des ouvriers immigrés, tandis qu'au nord, les parcelles sont plus petites et on y plante des arbres tels que des manguiers ou des araignées avec des agriculteurs issus des populations autochtones. Des recherches qu'ils ont menées à partir de cartes et d'entretiens avec les agriculteurs, ces différences s'expliquent notamment par des facteurs historiques. À l'époque de la colonisation japonaise, des travaux d'endiguement de la rivière Ailiao ont permis de dégager des terres pour les cultures, mais c'est surtout le régime nationaliste du Kuomintang, arrivé après la Seconde Guerre mondiale, qui a profité des fruits de ces travaux. Dans les années 1950 et au début des années 60, il y a eu à la même période 3 modalités d'attribution des terres. À l'est, les terres de grands propriétaires ont été rendues accessibles aux paysans qui les travaillaient grâce à la réforme agraire. Au sud-ouest, le régime nationaliste a créé une grande ferme où des vétérans travaillaient la terre, la Pingtung Farm, gérée de manière collective. Beaucoup de vétérans n'ayant pas eu de descendance, leurs terres sont retournées au comité des vétérans qui les met en location. Et enfin, au nord-ouest, ce sont des terres exploitées par les Rukai et les Paiwan que le régime a déplacées de Sandiman, Utai et Madja, car c'était plus facile de contrôler les autochtones dans la plaine qu'en montagne. Dans les années 1970, avec l'industrialisation rapide de Taïwan, la société a connu de grands bouleversements. Les changements d'habitudes alimentaires, la fluctuation des prix des denrées et l'exode rural engendré par l'attrait des emplois dans les usines ont entraîné une diversification des pratiques agricoles dans la zone étudiée par Pierre et Victor. Autrefois, on y cultivait surtout du riz, notamment parce qu'une partie des taxes devait être payée en riz. Mais à partir des années 1970, chaque famille a commencé à adapter ses récoltes en fonction de divers facteurs tels que la taille de leur parcelle, la disponibilité ou pas de main-d'œuvre dans leur famille, etc. Nous avons vu dans le dernier épisode que la culture des araignées demeure importante dans la région, car la noix d'arec, que l'on chique entourée d'une feuille de bétel avec de la chaux, est encore assez consommée à Taïwan. Mais aussi parce que c'est une culture plutôt facile pour les agriculteurs âgés, comme c'est de plus en plus le cas. Nous allons justement nous pencher aujourd'hui sur ce phénomène de vieillissement de la population d'agriculteurs, sur ses causes et ses conséquences. On écoute Pierre Lucas. On observe un vieillissement de ces populations. En fait, la plupart des gens avec qui on a réalisé d'entretiens, sur toute notre zone d'études, on a réalisé un peu plus d'une centaine d'entretiens. Et en fait, il se trouve que la plupart étaient soit retraités, soit pré-retraités, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de 60 ans, quoi. Et donc, on a établi un modèle en fait, pour expliquer à quoi est dû ce vieillissement de la population agricole à Taïwan.
dans notre zone d'étude. Et donc, cette première figure que tu tiens, c'est une figure qui montre en fait ce qu'on pourrait appeler le cycle de vie d'une ferme à Taïwan en conditions stables, c'est-à-dire quand on a en fait dans la population agricole un ratio surface cultivée sur population cultivant qui est stable. Et donc ce qu'on observe, c'est que donc, chaque droite correspond à la vie d'une personne. Donc en horizon, on a le temps, en ordonnée, on a l'âge. Il y a une petite phase qui est représentée en fait en pointillé, qui est la phase de la vie de la personne quand elle est considérée comme pré-productive. Et donc là, c'est de 0 à 15 ans environ. Hein. Et donc, elle reçoit de la valeur qui est représentée par les petites flèches vertes de ses parents. Après 15 ans, donc, c'est la phase où il entre en production. Donc, il va toujours recevoir une partie de la valeur ajoutée qui est produite par son père. Et lui-même va redistribuer une partie de la valeur ajoutée à son enfant qui naît à peu près quand il a 20 ans. Arrivé à peu près à 30 ans, il va recevoir, et donc c'est ce qui est représenté par la flèche rose, de la terre en propriété de son père qui va diviser entre ses fils la terre qui est cultivée par la famille. Et donc à partir de là, il est toujours impliqué dans le processus de production parce qu'il fournit toujours du travail, mais c'est lui qui va avoir la responsabilité de la distribution de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, il va en garder une partie pour lui, il va distribuer une partie à son fils, représenté par la courbe G2, et il va aussi en redistribuer une partie à son père qui est aussi toujours lui productif sur la ferme. Le temps passe, son père passe dans une phase de post-production, c'est-à-dire qu'il n'est plus productif, mais il habite toujours sur l'exploitation familiale et il reçoit toujours de la valeur ajoutée qui est produite par cette exploitation. Jusqu'à ce que l'individu G1 atteigne l'âge où il va diviser à ses enfants, puis devienne lui-même post-productif, puis atteigne la limite de l'espérance de vie. Voilà. Ce cycle se reproduirait indéfiniment dans des conditions stables, mais à Taïwan, il a été fortement perturbé par l'industrialisation à partir des années 1970, qui a engendré dans les campagnes un vieillissement de la population agricole en 4 phases, comme le précise Pierre. D'abord, on a toujours notre individu G1 qui naît, qui est en phase de pré-productivité, puis de productivité, puis qui ensuite tient la ferme quand il la reçoit de son père. Et la différence avec le G1 de l'autre figure, c'est que ce G1-là, son enfant, en fait, il passe à l'âge d'être productif à une période où, en fait, les salaires du secteur de l'industrie deviennent bien plus élevés que celui de l'agriculture. Et donc, en fait, à la fois dans une perspective individuelle, mais aussi dans une perspective familiale, c'est beaucoup plus intéressant d'envoyer ce fils travailler dans l'industrie plutôt que de le laisser travailler dans la ferme parce qu'il va dégager beaucoup plus de valeur. Et donc, c'est ce qui se produit. Et donc, son fils va se mettre à travailler dans l'industrie, dans cette phase qui est représentée avec une droite bleue. Et en fait, il dégage tellement de valeur qu'en fait, c'est plus le père qui va distribuer de la valeur ajoutée produite sur la ferme à son fils, mais c'est son fils qui va utiliser la valeur qu'il produit dans l'industrie et qui lui est reversée sous forme de salaire et qui va en reverser en fait une partie à son père. Et donc, cette phase où en fait, on a un enfant qui va aller travailler dans l'industrie plutôt que sur la ferme, c'est la première phase de vieillissement des agriculteurs, puisqu'en fait, la transmission de la terre ne va plus se faire au moment où la productivité en fait, du travail du père commence à être décroissante, mais en fait à sa mort. Et donc là, on voit bien sur la courbe que c'est au moment où l'individu G1 atteint la limite d'espérance de vie un peu plus au-delà de 60 ans, qu'en fait la transmission va se faire. C'est à ce moment-là où le fils va faire un retour sur la ferme des parents. Il va exploiter ce capital de façon opportune pour sa retraite. Parce qu'en plus, il n'a plus forcément beaucoup d'expérience du travail de la terre. C'est pour ça qu'ils font appel du coup à des personnes qui viennent travailler la terre et ils ne travaillent pas forcément par eux-mêmes ou... Pas forcément tout de suite. Et chacun va avoir après des stratégies de production différentes. Du travail extérieur sur les fermes, il y en a eu à Taïwan depuis longtemps. Beaucoup aussi sous forme d'échange de travail. C'est-à-dire qu'on a des pics de production où il faut qu'en fait, en un court délai, un court laps de temps, une grande quantité de travail soit accomplie. Et donc, du coup, on va plus avoir des stratégies d'échange de travail entre voisins. Mais voilà, du coup, le premier mouvement qui se passe, c'est voilà, les gens vont récupérer la terre plus tard, puisqu'en fait, principalement, ils vont travailler dans l'industrie. Le deuxième mouvement qui se passe, c'est qu'en fait, en même temps que les salaires augmentent, l'espérance de vie augmente. Et donc, en fait, cet individu G2, il va vivre beaucoup plus longtemps que son père, l'individu G1. Il va pouvoir garder sa ferme plus longtemps, et ce qui va encore repousser le moment où, en fait, son enfant à lui, l'individu G3, va recevoir cette ferme. Et donc, on a d'abord un individu G1 qui a reçu, donc là, dans notre modèle, hein, qui est un modèle tout à fait théorique, qui a reçu la ferme à peu près à 25 ans, qui va lui-même la céder à son fils autour de ses 40 ans, qui lui-même cédera à son fils autour de ses 50 ans. C'est comme ça qu'en fait, on se retrouve à avoir une agriculture où, en fait, la terre s'hérite quand on atteint presque l'âge de la retraite, puisque aujourd'hui,
Enfin, l'âge, ça va être entre 50, 60, voire plus parfois qu'on va récupérer la terre. Et en fait, elle va être transmise au moment de la mort de l'exploitant. Bien sûr, Victor et Pierre rappellent qu'il s'agit d'un modèle théorique, parce que parmi les gens qu'ils ont interrogés, ils ont pu constater de nombreux cas de figure différents en fonction des aléas de la vie. Mais globalement, on observe donc que l'augmentation de l'espérance de vie s'est faite de manière concomitante avec le fait que de plus en plus de jeunes allaient travailler ailleurs et qu'ils récupèrent ensuite la ferme familiale lorsqu'ils arrivent à la retraite. Certains ne veulent pas l'exploiter eux-mêmes, alors ils la mettent en location. Ce phénomène explique en partie pourquoi Pierre et Victor ont constaté qu'il y a de nombreuses plantations d'aréquiers sur leur terrain d'études. Et donc tout ça, ça produit deux phénomènes. C'est qu'il y a un accroissement d'une agriculture de retraités qui aussi alimente aussi le fait qu'il y a un intérêt pour l'aréquier, puisqu'en fait l'aréquier, c'est une culture qui est très peu intensive en main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait qui demande peu de travail pour accomplir le cycle de production, et donc qui en fait correspond très bien à un capital qui permet en fait d'avoir un complément de retraite, les retraites à Taïwan n'étant pas très élevées. Aujourd'hui, dans cette zone d'études qui était cultivée en aréquier, ce qu'on a observé, c'est que la terre était vraiment utilisée comme un capital qu'on a de façon opportune. C'est-à-dire qu'on arrive à la retraite et en fait on a l'opportunité d'avoir ce capital de façon gratuite, puisqu'à Taïwan il n'y a pas de taxe sur l'héritage des terres agricoles, qu'on peut en mettre en valeur à très peu de frais, puisque pareil, l'aréquier en fait demande très peu de main-d'œuvre et il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée produite par l'agriculture à Taïwan. Et donc en fait, on a des gens donc, qui vont hériter de la terre et qui en fait qui n'ont pas à payer pour avoir l'accès à la terre, comme ça peut être le cas en France, où quand il y a cette succession de terre par héritage, on doit quand même racheter une partie de la valeur de l'appareil de production, ce qui n'est pas le cas à Taïwan, et ce qui fait que du coup, on n'a pas ce phénomène qu'on a dans pas mal de pays occidentaux, de vendre des terres au moment de l'héritage et qui nourrit ensuite un processus d'agrandissement des exploitations, puisqu'à Taïwan, il n'y a pas de taxe sur l'héritage des terres agricoles, il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée agricole, et donc en fait, on a vraiment la terre qui est, économiquement parlant, un capital opportun qu'on peut exploiter sans aucun frais. Voilà. C'est ainsi qu'on constate que tout est lié. Et quelles sont les intrications entre agriculture et industrie, mais aussi avec les politiques fiscales, par exemple. J'ai demandé quelques précisions sur comment l'héritage est divisé dans les familles, sachant que Taïwan est plutôt une société patrilinéaire, sauf parmi les autochtones. Voici ce que Victor puis Pierre ont constaté sur le terrain. Pour la taxe sur l'héritage, il me semble qu'il n'y a pas de taxe si c'est donné à un seul des enfants, conserver des exploitations de taille assez grande. Enfin, nous, les gens qu'on a rencontrés, c'était souvent les hommes qui recevaient les terres. Je crois que légalement, normalement, c'est censé être égal entre tous les frères et sœurs. Mais nous, souvent, les hommes recevaient les terres et les sœurs recevaient des compensations, dans ce qu'on nous racontait. En fait, ce qui est intéressant dans notre zone d'études, qui concerne une grande diversité de cas, c'est qu'en fait, on a beaucoup de conflits entre la norme et la tradition. Dans la tradition taïwanaise, la terre est divisée de façon strictement équitable entre tous les fils. Alors après, il y a des exceptions. Souvent, le fils qui va garder la charge des parents va avoir un petit bonus. Ça arrive aussi que le fils aîné ait aussi un petit bonus de terre. Mais dans la théorie, la terre doit être divisée également entre tous les fils, dans la tradition taïwanaise. Ça entre en conflit avec la norme qui dit qu'en fait, les capitaux des parents doivent être divisés équitablement entre tous les enfants, donc y compris les filles. Ce qu'on observe aussi, c'est que nous, on a du coup une zone qui est peuplée par des populations aborigènes, et donc là, on va encore avoir un conflit avec les traditions qui veulent que la terre soit héritée par l'aîné, en fait, que ce soit une fille ou un fils, c'est l'aîné qui récupère la terre. Et donc, on a vraiment une pluralité de traditions, de normes qui sont parfois respectées, parfois non. Certains vont donner, en fonction des dynamiques familiales personnelles, plus d'importance à la norme qu'à la tradition. Voilà, donc on a vraiment on n'a pas du tout une unicité dans la façon dont est fait ce transfert de terre. Mais du coup, quand tu parles de normes, c'est la loi Ouais, c'est la loi, la norme. Oui. Okay. Il y a la loi et il y a la façon dont la loi s'accomplit lorsqu'elle est traversée ensuite par des rapports de force, de domination entre les hommes et les femmes. Effectivement, ce qu'on observait, c'était des cas où en fait, normalement, dans la loi, les femmes auraient dû hériter d'une partie de la terre, mais en fait, il va y avoir des arrangements en fait, où les filles vont avoir une compensation qui n'est pas forcément à la hauteur de la valeur vraie de la terre, mais du coup, au final, tout le monde s'arrange comme ça. Après, ce qu'on observe aussi, c'est des cas où en fait, la terre est divisée entre tous les fils, sauf qu'il y a plusieurs fils et que la terre en fait, devient trop petite pour qu'en fait, on puisse en dégager une valeur qui permette en fait, de dégager un revenu suffisant. Il se trouve qu'en plus, il y a des enfants qui vont partir, et donc en fait, la terre est divisée administrativement entre les différents fils.
mais fonctionnellement, il va y avoir un seul fils qui va exploiter l'entièreté de l'exploitation, avec une partie des terres qui est considérée comme prêtée par les frères à ce fils-là qui reste et qui exploite l'entièreté de l'exploitation. Tout ça pour dire que donc, globalement aujourd'hui on a une agriculture essentiellement de retraités, mais s'ils sont encore en vie, ils ont la possibilité aussi de nourrir le marché de la location dans notre zone d'études. Il y a d'autres formes d'agriculture qui vont être du coup des agricultures de locataires et qui vont produire des cultures complètement différentes. Et typiquement par exemple ça va être l'ananas ou la papaye, qui ne sont pas des cultures pérennes comme l'aréquier. Un aréquier on peut le garder 20 ans par exemple. L'ananas c'est un cycle de 2 ans. La papaye généralement les gens les gardent 4 ans avant de changer. Et ça généralement ce sont des gens qui louent des terres qui vont produire ces cultures. Ces locataires, très souvent on rencontre des gens qui sont plus jeunes, il y a tout âge, hein. Il y a des gens qui, comme ils n'ont pas accès à la terre, peuvent être âgés, mais on retrouve aussi des gens beaucoup plus jeunes qui n'ont pas eu accès à la terre de par leurs parents et qui du coup vont profiter de ce marché de la location pour louer des terres et être agriculteurs. Et ça va être aussi une opportunité pour ceux qui sont agriculteurs, qui ont une terre en propriété, mais qui veulent s'agrandir et de produire autre chose. Par exemple, on peut avoir une parcelle en aréquier, mais produire de l'ananas sur une parcelle en location. Grâce à ces explications de Victor et Pierre, nous avançons dans notre compréhension de la diversité des modes de culture agricole et aussi de la révolution dans le temps sur leur terrain à Nay Phu dans le comté de Pingtung. Une diversité et une évolution qui s'expliquent par des facteurs historiques, mais aussi par les différentes stratégies mises en place par les familles pour répondre à l'industrialisation de Taïwan à partir des années 70. Comme nous l'avons entendu, tout cela est aussi lié aux politiques fiscales, aux diverses traditions et aux lois concernant l'héritage. Dans le prochain épisode, Pierre Lucas et Victor Besnier nous parleront notamment de la zone gérée par le comité des vétérans, qui est un cas de figure particulier et intéressant. Je vous laisse en musique en compagnie du rocker de la campagne Lin Shenxiang. À bientôt! Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International.